sur objectif spécifique, ni pour ESP, par exemple English for All, ou français pour sur objectif spécifique, ni pour aucune de ces appellations, déjà au cours des années 1990. Pourquoi? Parce que j'ai toujours œuvré en contexte plurilingue. Et quand on œuvre, quand on travaille en contexte plurilingue, il est difficile de partir d'une seule langue. Donc pour moi, il était très difficile de partir du français, ou de l'arabe, ou de l'amazigh, ou de... C'était impossible. Il fallait partir du terrain. Et en partant du terrain, on se rend compte que soit on est dans une situation formelle, ou à ce moment-là, par exemple, si vous êtes dans une classe bien précise, un cours bien précis, donc une situation formelle, à ce moment-là, vous partirez peut-être d'une langue, d'une seule langue, contrainte. Vous serez dans un cours, vous allez étudier par exemple un cours de chimie, vous allez observer plutôt un cours de chimie qui sera donné, vous êtes dans un système éducatif marocain, vous allez donc observer un cours au lycée, il sera donné en français, vous serez donc dans un technolègue, ce que j'appelle un technolègue, dans un domaine qui sera la physique ou la chimie, un cours de chimie, et il sera en français. Soit vous êtes dans le technolègue de chimie en monolingue, mais vous êtes dans un cadre formel. Bien. Maintenant, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans une exploitation agricole, chose qu'on a faite, hein, parce que quand on avait le DESA, c'est-à-dire l'équivalent du master, du DEA à l'époque, parce qu'on avait le DESA, c'était en 97-98. D'ailleurs, quelques-uns de cette promotion sont là dans la salle. Alors, quand on avait le DESA, on envoyait les étudiants et qui partaient avec, alors les étudiants du DESA de sociolinguistique partaient avec de futurs ingénieurs de l'Institut agronomique. Et ils partaient sur le terrain ensemble dans une exploitation agricole. Et l'étudiant du DESA était chargé de deux choses. Il fallait observer avec l'étudiant agro dans l'exploitation agricole et observer d'un côté les procédés techniques et prendre note, c'était de l'observation participante. Et d'un autre côté, noter les instruments, les objets, les dénominations, etc. Donc d'un côté, les instruments, les objets, les noms, et d'un autre côté, les actions, les procédés, les verbes, tout ça, les verbalisations, etc. Donc ils faisaient ensemble ce travail. Et ce qui était extraordinaire, c'est que l'Institut agronomique fonctionne en français. Les cours, les TD, les TP, tout était en français. Mais une fois dans l'exploitation agricole, eh bien, les paysans, les adjoints techniques, c'était soit de la darija, de l'arabe marocain, soit une variété de l'arabe marocain. Ça pouvait être, donc avec Saleh Hamraoui qui était ici, et moi-même je faisais du terrain avec des étudiants à l'époque, dans la région de Taza, chez les Tsouls, eh bien c'était une variété de l'arabe marocain, une variété de la darija. C'était une variété dans la variété. Et les noms des instruments n'avaient absolument rien à voir avec ce que les ingénieurs, les futurs ingénieurs, apprenaient à l'Institut agronomique. Et donc c'était tout à fait autre chose. Alors ce technolecte agricole, disons traditionnel, surtout que dans la région de Taza, ce n'était pas de l'agriculture extensive, avec de gros moyens, avec des tracteurs, avec du machinisme, c'était de l'agriculture traditionnelle parce que c'était des petites parcelles, c'était en montagne, ce n'était pas comme dans la Chaouia ou Doukala avec de grandes plaines, etc. Et donc c'était tout à fait autre chose. Alors que fallait-il faire avec tous ces corpus? Fallait-il les jeter? Fallait-il ne pas en tenir compte? Et surtout, dans la formation de ces futurs ingénieurs agronomes. Et dans leur communication après avec les paysans, est-ce que ces savoirs, et puis en plus, il
faut pas oublier que ces paysans sont détenteurs de savoirs locaux, leur manière de travailler la terre, leur manière de semer, leur manière de trouver des remèdes aux maladies qu'ont les plantes, etc. Eh bien, est-ce qu'on va jeter tout ça? Est-ce qu'on ne va pas tenir compte de tous ces savoirs locaux qui sont exprimés, non pas en français, langue officielle d'enseignement des sciences et techniques? Est-ce qu'on va essayer d'utiliser et d'exploiter ces technolectes des savoirs locaux? Ça, c'était donc l'idée pour laquelle je me battais, et je continue de me battre, même si on ne tient pas compte de ce discours. Voyez-vous? Et c'est pour cela que j'ai essayé donc de travailler ce concept, d'essayer de distinguer entre le technolecte savant, dans lequel évidemment on retrouve le français FOSS, le français ou l'anglais English for Specific Purposes, etc. Donc là, il n'y a pas de souci, on est en plein monolinguisme, il y a des méthodes, il y a énormément de choses, c'est bien travaillé. En revanche, pour ce qui concerne les savoirs locaux, les mélanges, parce que en contexte plurilingue, vous êtes par exemple, bon, j'ai donné l'exemple du technolecte agricole, où vous avez des mélanges vous avez des savoirs locaux, vous avez des savoirs ancestraux, vous avez énormément de choses. Mais vous pouvez avoir aussi des savoirs modernes. Vous êtes dans un atelier de mécanique automobile. Tout le monde a eu cette expérience. Bon, j'ai observé dans des ateliers de mécanique automobile. Je fais semblant que mon moteur ne va pas, ma voiture, je vais là-bas et je l'embête. À chaque fois, j'y vais, oui, mais non, mais il n'y a rien, mais si. Et puis bon, et en même temps, je l'observe parce qu'il est en train le patron est en train de réparer une autre voiture, etc. Puis il se dit, mais cette dame, elle vient m'embêter tout le temps. Mais en fait, moi, c'est surtout pour voir comment il va parler à l'apprenti, etc. Alors, il regarde l'apprenti. Chauffe le couloir. Bon, le couloir. Ara plate. La clé est plate. Il dit ara, donne, plate. Là, 6. La clé 6. Et donc, c'est comme ça. Il a juste une terminologie minimale, en français arabisé, parce que lui, le patron, il ne sait même pas que c'est du français. Pour lui, c'est de l'arabe, tout simplement. Il l'a intégré dans son technolecte. Et il l'utilise. Il n'est même pas, souvent, il n'est même pas alphabétisé. Il est analphabète. Une fois, j'ai pris parce que le jeune homme, et c'était le patron, c'était un jeune homme, et il travaille très bien. Il démonte le moteur, il se débrouille très bien. Et j'ai pris le livret de la voiture, et je suis partie avec, et je lui ai dit, mais attends, mais regarde ça, et tout. Il a blémi, il m'a regardé, je lui ai dit, ouais, chauffe, hein. Regarde, c'est écrit là. Il m'a dit, je ne sais pas lire. Tu sais pas lire? Non. Il était très jeune. Mais il travaille très bien. Et il se débrouille avec ce technolecte, mélangé d'arabe, d'amazir, d'espagnol, des noms de marques, de freins, de tout ça. Et il le transmet à l'apprenti. Et c'est avec ça qu'il monte son entreprise. Alors que faire de tout ça? C'est ça. Donc il y a énormément dans l'artisanat, dans la filière bois, dans énormément de technolectes dont on ne tient pas compte. Et souvent, vous avez des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés qui vont sur le marché, qui essaient de monter une entreprise et qui n'y arrivent pas.
qui n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas communiquer dans le technolect qu'il faut pour pouvoir avoir les clients qu'il faut, etc., etc. Donc il faut pouvoir, à mon avis, comment dire, maîtriser. Donc avant de maîtriser tout cela, il faudrait pouvoir les identifier, ces technolects, et comment dire, les enregistrer, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le laboratoire langage et société à Kenitra. Nous avons tout un... Il faudrait que je retrouve ici le... Je suis désolée, je n'ai pas préparé de PowerPoint, mais nous avons énormément de thèses et de travaux qui ont été faits à la fois sur les technolects savants. Par exemple, vous avez la thèse de Mehdi Haïdar, qui est l'organisateur, le co-organisateur de ce colloque, et qui a travaillé sur il est là-bas, et qui a travaillé sur le français dans les SVT, en faisant de l'observation de cours magistraux, et en observant aussi la réaction des étudiants et par rapport aux cours magistraux, donc sur le technolect savant. On a aussi d'autres étudiants qui ont travaillé sur la filière économie et sur le français en usage dans la filière économie. On a la filière juridique. Tout ça pour ce qui concerne comment dire. J'essaie de retrouver le tableau pour aller vite, pour vous donner les différents travaux qui ont été menés. Alors, dans les filières scientifiques, donc il y a Romer qui a travaillé dans l'économie, dans le secteur bancaire, quelqu'un qui a fait une enquête dans le secteur bancaire en essayant de voir quel est le technolect utilisé au Maroc en français dans le secteur bancaire. Même si il y a aussi l'arabe, parce que c'est en général tous les documents, toute la correspondance est en principe bilingue, mais c'est le français qui domine dans les services techniques de la banque au Maroc. Dans le droit pénal, Rabi, en médecine, El Houdna, tout ça c'est les technolects que j'appelle savants. Et dans le secteur, dans les savoirs, il y a aussi le secteur industriel, El Khawza, qui est là quelque part, oui, il est là. Travaille aussi dans le secteur industriel. Khawza travaille dans le centre de formation professionnelle. Il travaille aussi sur les... Alors il y a aussi Oudina qui travaille sur le câblage automobile. Travailler sur les technolects dans le domaine du câblage automobile. Et ce sont des travaux récents, 2021, 2014, 2016. Alors sur les savoirs locaux, on a des gens qui ont travaillé sur le vernaculaire arabe et amazigh. Alors on a Ben Sami qui a travaillé sur le technolect agricole dans la région des Zahir. On a le technolect agricole Zazar, alors il y a Hamraoui, et puis il y a Mseudi dans la région des Zazar. Il y a dans le Rad Betti, il y a dans l'architecture traditionnelle des Ksour, Rachidia, il y a Kheri. Il y a l'artisanat traditionnel, la filière bois, il y a Semlek, Marrakech, etc. Il y a énormément de travaux qui ont été réalisés et qui peuvent donc être réutilisés, exploités justement dans les contenus pour la formation traditionnelle. Bon, maintenant, vous allez me dire, dites-moi, à quoi ça peut servir et quelle est la jonction avec l'intégration linguistique des migrants. Là, c'est la question qui se pose. Alors, maintenant, quel est le migrant auquel on a affaire actuellement au Maroc? Grosse question. Je voudrais maintenant renvoyer à un rapport très important qui a été fait par le Haut Commissariat au Plan et qui date de septembre 2021. Une très belle enquête qui a été faite sur 3000, vous êtes sociologue, vous avez suivi ça, vous avez peut-être participé. Non. Alors, elle a été je crois que j'ai quelques... Voilà, c'est un échantillon
de 3000 migrants sur 2200 migrants régularisés ou non, avec 800 réfugiés ou demandeurs d'asile. Donc ça, c'est les données sur lesquelles a porté, c'est l'échantillon de l'enquête. Et elle a couvert tout le territoire national. Elle a été, donc, cette enquête s'est faite en septembre 2021, donc c'est tout de même très récent, et c'est la première du genre. Et elle a donné comme titre « La migration forcée », et elle a du coup donné comme titre aux migrants, c'est le migrant forcé. Et le migrant forcé est défini comme suit par le HCP, par le Haut Commissariat au Plan marocain. Voilà comment il le définit. Selon cette définition, le migrant forcé est considéré comme étant toute personne étrangère se trouvant sur le territoire marocain, principalement pour des raisons liées au transit vers un autre pays, à la demande d'asile ou de statut de réfugié, à l'insécurité, la guerre ou la persécution dans le pays d'origine, ou au trafic ou la coercition. Donc, ce n'est pas seulement la question du climat, qui est aussi une cause importante, mais c'est surtout à cause de raisons de guerre, de demandes de refuge politique, etc. Donc ça, c'est important. Maintenant, il s'agit de migrants forcés. Et pas seulement. Et en plus, d'après l'enquête, la plupart de ces migrants, je crois que c'est le quart des migrants veulent. Oui, ça c'est les 50%, etc. Oui. Mais je crois que c'est le quart qui veulent partir. Le quart des migrants ne veulent pas rester, ils veulent quitter, ils sont en transit, le quart. Alors, il y a plusieurs caractéristiques, mais je n'ai pas tout retenu. Alors, 3 sur 5 sont des hommes, et puis il y a les pays d'où ils viennent, mais la majorité viennent de l'Afrique de l'Ouest. Le niveau d'éducation est tout de même assez élevé, puisque le niveau d'instruction, plus du quart de migrants, ont atteint le niveau d'enseignement supérieur. Oui, c'est important. Et puis, le 23%, le niveau de secondaire qualifiant. Donc, c'est des gens qui ont quitté leur pays de manière forcée, en fait. 19%, le niveau collégial. Tout de même. Et les langues. Parce que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était les langues. Alors, chose intéressante aussi, là, le 5e de ces migrants qui sont venus chez nous, un 5e parle d'Alija. C'est extraordinaire. En si peu de temps, tout de même, parce que ça ne date pas de si longtemps quand même, les migrations, eh bien, il parle déjà, le 5e parle d'Alija. Ça veut dire qu'il y a quand même un souci d'intégration. Et chose intéressante, c'est que quand même la plupart, ce sont des Africains. C'est vrai qu'il y a aussi des Arabes et des Syriens, en gros les Syriens et les Yéménites, mais les Yéménites et les Syriens, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes pour parler arabe, mais là, les Africains non plus. Pourquoi? Parce que les Africains sont habitués au contact de langue. Ils ont l'habitude de passer du dialecte à l'autre, d'une langue à une autre, etc. Ils n'ont pas de difficulté de passer, apprendre une langue, c'est pas compliqué. Donc il y a ça. Deuxième chose importante qui ressort de cette enquête, le français apparaît comme la première langue parlée par 52,4% de cette population de migrants. Donc c'est une chose intéressante. Et donc le français, première langue parlée par 52%, vient après la langue arabe, 22%, et l'anglais, 19%. Voici donc une carte qui nous permet tout de même d'avoir une vision
d'envisager une petite politique linguistique migratoire à partir de ces données et d'envisager aussi, pour ce qui nous concerne, nous qui défendons les technolectes, d'envisager aussi à partir de ça. Donc, envisager dans un enseignement des technolectes en français, c'est possible, en Darija, puisqu'il y a aussi le 5e qui parle Darija, mais quels sont aussi les domaines d'activité? Parce que dans ce rapport, il y a aussi les domaines d'activité de ces migrants au Maroc. Alors, le commerce et les services, donc tout ce qui est tertiaire, le secteur tertiaire, emploie les 3/4 des migrants actifs. Alors, quels sont le secteur des services? C'est en général l'entretien, les réparations, le gardiennage, hein, ces secteurs-là, et qui demeure le premier pourvoyeur d'emploi pour les migrants actifs occupés, c'est-à-dire 53% des actifs occupés, suivi par le bâtiment et le commerce, qui occupent respectivement 22%. Viennent ensuite le secteur de l'agriculture et la pêche. Voici donc des domaines où l'on peut intervenir avec les technolectes. Et nous avons déjà pas mal de corpus, nous, dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de la pêche, nous avons aussi recueilli pas mal de données, notamment dans le port de Média, à Pietra. Nous avons des étudiants qui ont travaillé, et nous avons pas mal de données. Donc, nous avons du contenu qui peut être didactisé. Moi, je ne suis pas didacticienne, mais les didacticiens peuvent intervenir, il y a de la matière. Donc voilà les domaines d'activité. Maintenant, dans ce même rapport, il y a des données concernant la formation professionnelle des migrants au Maroc. L'État a proposé une formation professionnelle aux migrants qui le souhaitent. Alors, un migrant sur 7 a reçu une formation professionnelle. Alors, quelles sont les formations professionnelles qui ont eu le plus de succès? Il y a le tourisme et la restauration. Ça occupe presque 13,5%. Tourisme et restauration. Donc là aussi, on peut envisager des formations. Tourisme, restauration. Et bon, ça n'étonne pas personne, le tourisme et la restauration. C'est des choses qui sont plaisantes. En plus, vu l'hospitalité connue à la fois des Marocains et des Africains, ça n'étonne personne, hein, que ce soit ces deux domaines qui attirent le plus dans la formation professionnelle. Ensuite, il y a suivi de la coiffure. Tiens, la coiffure et les soins de beauté. Là aussi, hein, c'est des choses qui attirent 12%, 12,7%, presque 13%. Ensuite, il y a la santé. 7%, donc formation d'infirmiers, d'assistants sociaux, hein, là aussi. Les techniques d'information et de communication, donc les TIC, la couture et le tissage, l'économie et la gestion, et la maintenance dans les domaines de l'électricité et de l'électronique, et en dernier lieu, la mécanique automobile. Donc là, ce sont les secteurs où des formations dans la formation professionnelle ont été offertes par l'État aux migrants. Voilà. Et dans lesquels, évidemment, les technolectes peuvent encore une fois intervenir. Voilà. Donc, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une jonction entre technolectes et, comme nous n'avons pas beaucoup de travaux de terrain sur les migrants, une posture est importante pour les technolectes, mais aussi pour les travaux sur les migrants. Cette posture, c'est celle de l'observation
du terrain, on ne peut absolument rien faire, ni sur les technolectes, ni sur les migrants, si on ne va pas sur le terrain. C'est le terrain qui commande, si on veut faire du bon travail. D'ailleurs, le Haut Commissariat sur le plan, ils ont compris. S'ils veulent faire quelque chose pour les migrants, eh bien, il fallait mener une enquête. Ils l'ont menée, et maintenant, ils ont quand même une certaine visibilité. Bon, pas totale, mais quand même, ils ont quand même une petite visibilité. Ils ont quand même les données du ministère de l'Intérieur. Ils sont allés, ils ont fait un chantier, ils sont allés sur le terrain. Maintenant, ils ont quand même une petite visibilité, une petite carte. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse du bon travail, il faut travailler sur les technolectes, il faut aller sur le terrain et ne pas se contenter de recettes toutes faites, de cartes, de guides qui sont faits ailleurs, mais il faut aller sur le terrain et essayer de forger quelque chose à partir de nos réalités et non pas de réalités qui sont autres et qui ont peut-être leur raison d'être ailleurs, mais pas ici. Voilà. Et je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Moussaoui, pour cette conférence bien intéressante qui a mis l'accent sur ces questions de technolectes en termes de définition, mais aussi les enjeux de cette politique linguistique migratoire tant attendue au niveau du Maroc, mais aussi au niveau d'autres pays. Je pense que le professeur Moussaoui nous a fait l'économie de 10 minutes qu'on pourrait exploiter pour des questions adressées à votre avis. Oui. Bonjour. Merci pour ce beau développement. Je me présente Moussa Daf, de Dakar, instituteur à l'Université Cheikh de Dakar. Dans les années 80-90, j'ai eu aussi la même intuition pour travailler sur ce qu'on appelait les métiers modernisants. Et en travaillant sur les métiers modernisants, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs usages. Et dans ces usages, si on se limite à l'aspect linguistique, on va dire qu'il y a des emplois. Et on va voir est-ce que ces emplois sont intégrés ou ne sont pas intégrés. C'est des questions linguistiques. Jusqu'au moment où on s'aperçoit que l'ouvrier qui utilise ces termes n'a jamais rencontré l'une ou l'autre langue. Pour lui, c'est la façon normale de dire les choses. La question qui se pose maintenant, ces lexis qui paraissent appartenir à une autre langue appartient en réalité à son usage à lui pour dire son travail. Dans ce cas, la question qui se pose pour nous autres Africains qui travaillons sur les langues nationales et qui sont confrontés à la question linguistique, parce que la linguistique nous a appris de voir chaque langue différente d'une autre et de décrire des variétés en disant ça de telle langue, ça de telle autre langue. C'est moi, multi, qui comprend que tel mot appartient à telle ou telle autre chose, mais que l'utilisateur lui-même ne peut pas savoir que ça appartient à tel. Le mot ciseau n'appartient à tel. Si je parle polar, wolof, sérère, arabe, tout ce que je veux, je mettrai le mot ciseau. Mais en ce moment-là, celui qui a appris à parler sa propre langue maternelle et a grandi là-dessus, ne peut pas savoir que ciseau appartient à une autre langue. C'est un outil quotidien pour lui. Cela pose la grande question suivante, à laquelle nous sommes confrontés, cette fois-ci non pas en tant que linguiste, le sociolinguiste nous a aidé à mieux comprendre les choses, mais cette fois-ci en tant que didacticien. Didacticien d'une langue qui n'est pas encore langue d'enseignement, mais qu'on doit travailler pour en faire une langue d'enseignement.
À partir de ce moment, revient la grande question. Dans la langue, utilisons le pôle national que vous allez enseigner. Attention, ne mettez pas des mots qui n'appartiennent pas à la langue. C'est celui qui est traditionnel et ancien qui peut dire que ce mot n'appartient pas. Mais il se trouve que l'économie traditionnelle, avec la langue traditionnelle, n'est plus opérationnelle dans l'économie moderne et dans les conversations modernes. À partir de ce moment-là, la question des technolectes revient au centre comme élément fédérateur entre les langues dans le cadre de l'exercice d'une profession. Et à partir de ce moment-là, si on veut enseigner notre langue et des langues qui ne sont pas encore outillées, on est obligé de tenir compte de ces éléments, de les intégrer dans la langue d'enseignement, et non pas seulement en tant qu'élément étranger, mais la façon normale de dire les choses. Je vous remercie, madame. Bonjour tout le monde. Madame professeure Messoudi Leila nous honore dans ce colloque. Alors, puisque vous êtes spécialiste dans le technolecte, j'aimerais savoir comment le technolecte peut contribuer à l'intégration linguistique. Le technolecte, je parle du technolecte juridique, dans le cas qui me préoccupe. Alors, dans l'intégration linguistique des migrants, des étudiants, pas n'importe quel migrant, et faciliter l'apprentissage des savoirs dans la discipline, dans le domaine juridique. Merci. Il y a d'autres questions? Sinon, donc... Oui, professeur. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je remercie les amis. Je remercie Leila. Oui, j'essaie de... Voilà, maintenant. Merci les collègues, merci les amis, merci les étudiants. Je mets le meilleur à la fin. Merci Leila, qui nous a gratifié de choses très intéressantes. J'aimerais quand même mettre un petit bémol à cette question de technolecte, parce qu'il faut peut-être préciser les publics auxquels on peut s'adresser, parce que, et je l'ai constaté, ça peut avoir des effets ravageurs sur la pensée. Donc il faut vraiment considérer ça comme un appui, une sorte de catalyseur majeur. J'en suis conscient, et les études que vous avez menées avec vos étudiants sont là pour le prouver. Simplement, comme je travaille depuis pas mal d'années sur les savoirs à l'université et les savoirs objets de formation, j'ai constaté qu'il y a des choses un peu bizarres. C'est quand on transpose le technolectal à un niveau autre, ça peut le détruire. Parce que ça peut revenir. J'ai la voix qui porte, je pense que je vais me passer de cette... Donc je lisais, j'ai constaté ça. Je ferai quelques exemples. Par exemple, en ce qui concerne le FOSS. Je ne sais pas si ça a été mal fait ou mal construit, ou mal pensé ou mal transmis, mais j'ai constaté par exemple par rapport à la formation en sciences une certaine désagrégation du discours scientifique porté, et donc une focalisation, tant qu'il y a une focalisation sur le lexique.
sur le lexique. C'est la même chose pour les sciences juridiques. C'est pas parce que j'ai appris énormément de mots en appartenant au langage juridique que je peux porter le discours juridique. D'accord? Non, j'entends bien, nous sommes tout à fait d'accord tous les deux. Je parle des déviances, des défaillances qui sont là. J'ai été formateur d'enseignants et j'ai constaté que souvent les enseignants sont formés pour dire, vous allez rigoler, à une sorte de technolecte pédagogique auquel ils s'arrêtent, et dont ils se satisfont pour se dispenser de penser le pédagogique et le didactique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est arrivé dans les années 80, 90, quand on avait arabisé l'histoire géo, par exemple, etc. Il y avait une inflation de manuels, d'inventaires, de traductions, de lexicologie, etc. Et bien la géographie a disparu. Il y avait les mots, la géographie a disparu. Donc, et pourtant, quand je regarde les articles qui ont été faits, autour de la question, il est très clair que ça ne fait pas, que ça ne constitue que la colonne vertébrale de cette science-là, et qu'il faut donc aller plus loin, aller à des niveaux réflexifs, à des niveaux d'intégration communicative, etc. C'est le même drame, là, je vais enquiquiner peut-être demain certains, c'est le même drame qui est en train de se passer actuellement avec ce qu'on appelle les DNL, les disciplines non linguistiques. On essaie de switcher vers une langue qui avait été combattue il y a quelques années dans l'enseignement pour franciser. On ne francise pas avec des A1, des A2, la moitié des mots c'est présenter, se présenter. Ça va choquer. Donc, comment on peut faire des enseignants qui peuvent par la suite assurer le discours, didactique, pédagogique, éthique, axiologique, épistémologique, parce qu'on a en place et qui sont parfaits de société. Je vous remercie vivement pour tout le travail que vous avez fait, parce que vous avez précisé effectivement ce que c'est que le rapport technolectal, d'accord? Et j'espère que ça se transmet aux gens qui travaillent vraiment sur la didactique des disciplines et la didactique des langues. Merci, madame. Merci, chef. Madame Leïla. Alors, je remercie les présents, je remercie madame Leïla pour son intervention qui était très riche. Alors, vous avez parlé, vous avez proposé, alors vous avez proposé d'envisager un enseignement du technolecte dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture, la pêche, etc. Alors, je pense qu'avant de penser à comment didactiser ces technolectes, il fallait savoir d'abord à quelle tranche d'âge cette formation sera destinée. Est-ce que, et j'opte pour les deux plans desquels vient de parler M. Archipel, donc il a parlé de deux plans d'intégration, celui qui concerne les adultes et celui qui concerne les élèves, bien les enfants. Et donc, est-ce que l'enseignement du technolecte sera administré aux adultes qui cherchent à s'intégrer dans la vie professionnelle ou bien à tous les migrants d'une manière générale? Sinon, est-ce qu'on ne risque pas de complexifier l'acte d'intégration au lieu de penser à des pistes de facilité, etc. Merci. Bonjour. C'est là. Si c'est possible. Merci beaucoup. On n'a vraiment pas de...
toute dernière question et après parce qu'on a une conférence en ligne qui va se faire. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Je m'excuse quand même, c'est le professeur Khorechi Spolia. Moi, je viens de l'ESCG de Casa, donc avec une casquette managérielle, dans la mesure où j'en sais le management et non pas les langues. Mais ça me fait plaisir d'avoir ce partage avec vous. Et en écoutant Madame, ça m'a interpellée pour rebondir sur ce que nous, on enseigne en termes de knowledge management ou management de la connaissance. Et les Japonais, la voix japonaise, qui ont carrément contextualisé, modélisé cette connaissance, ou ce que vous appelez techno-intellect, puisque eux, ils parlent du bas PA. Et donc, le modèle est une socialisation, extériorisation, combinaison, et plus une autre intériorisation. Du coup, d'une voix tacite, d'une connaissance tacite, ça peut être explicite, donc ça peut être appris, donc ça peut redevenir une intériorisation. Et donc ma question est, y a-t-il un modèle dans ce sens-là qui pourrait être utilisé dans votre travail en termes de techno-intellect comme un cheminement pour pouvoir être utilisé dans les entreprises? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, d'accord. C'est juste que je voulais savoir, par rapport au langage familier que nos enfants utilisent actuellement dans le chat et autres, est-ce qu'on peut appeler ça aussi un techno-intellect? Merci. Alors, rapidement, parce que les organisateurs disent qu'il faut aller vite. Alors, Monsieur Moussa, je suis entièrement d'accord avec vous. Et évidemment, les technolects sont à intégrer dans l'enseignement, en particulier professionnel. Et ça, on est entièrement d'accord. Madame Amraoui, je pense qu'il y a un créneau qu'il faut développer pour l'enseignement, c'est celui des jeux de rôle avec des plaidoiries. Imaginez pour des étudiants juristes des plaidoiries. Faites-les jouer, faites-les utiliser. Parce que, comme le disait, et en même temps je réponds à mon ami M. Belkhada, il ne suffit pas de donner des listes de terminologie. La langue n'est pas une liste de mots. Donnez-leur des situations, mettez-les en situation. On faisait cela quand j'étais prof au centre de diplomatie. On simulait des conférences internationales avec des représentants des pays et on les laissait justement communiquer. Chacun défendait un dossier et c'était de cette manière-là qu'on sentait qu'il possédait ou pas le technolect de la diplomatie, la langue des relations internationales ou pas. Donc, faites, imaginez cela. Et c'est de cette façon qu'ils peuvent intégrer le vocabulaire, le technolect, les structures syntaxiques. Parce que le technolect, ce n'est pas uniquement une liste de mots, ce n'est pas uniquement le vocabulaire, c'est les structures, c'est la communication dans son ensemble. Là. Bon, ensuite, donc j'ai répondu à ton... on est d'accord. La tranche d'âge. L'âge, mademoiselle, j'ai répondu uniquement concernant les adultes. Pour les enfants, il me semble que c'est autre chose. Franchement, je n'y ai pas pensé, mais je pense qu'il y a des gens qui s'en occupent. Moi, je ne m'occupe pas des enfants. Là, je me suis occupée, j'ai réfléchi uniquement aux adultes. Désolée, je ne peux pas vous répondre. Hein. Je ne réponds pas à cette question. Madame Khorechi, il ne s'agit pas de techno-intellect. Il s'agit de technolect. Désolée, parce que tout à l'heure j'ai oublié de dire que le mot est composé de techno et de lect. Et en linguistique, lect, c'est un formant qu'on peut retrouver dans dialecte, sociolect, etc. Et donc, techno et lect signifie que là, vous avez un ensemble langagier d'ordre technique, dans le sens de spécialiser. Donc, c'est technolect, d'accord ? Et est-ce qu'il y a un modèle? Oui, on peut modéliser, mais on ne l'a pas encore fait. Vous allez peut-être nous aider. Langage familier, non, pour nous, ce n'est pas un technolect. C'est plutôt un sociolect, un langage familier, parce qu'à ce moment-là, il caractérise des jeunes d'un certain âge. Ce serait plutôt un sociolect. Voilà, et merci pour votre question. Je crois que j'ai répondu à tout le monde, et merci pour votre attention. Merci.